Alors, l'intelligence artificielle, ou IA, qu'est-ce que c'est exactement? Imaginez une grande boîte à idées. L'IA, c'est l'idée générale de créer des machines capables de penser ou d'agir comme des humains. C'est un domaine très vaste, un peu comme la biologie qui étudie tout le vivant. L'objectif est de simuler l'intelligence humaine dans un ordinateur. Cela peut aller d'un simple programme qui joue aux échecs à un robot capable de tenir une conversation. L'IA englobe toutes les techniques qui permettent à une machine d'imiter une forme d'intelligence, même la plus simple. C'est le grand parapluie sous lequel tout le reste va se nicher. Pensez-y comme à un rêve d'ingénieur. Donnez à la machine une petite étincelle de notre propre esprit. Maintenant, à l'intérieur de cette grande boîte, on trouve une plus petite boîte, le machine learning, ou apprentissage automatique. Ici, l'idée change un peu. Au lieu de programmer nous-mêmes toutes les règles pour que la machine soit intelligente, on va lui apprendre à apprendre. C'est comme si, au lieu de donner à un enfant la solution d'un problème, on lui donnait plein d'exemples et on le laissait trouver la solution tout seul. Le machine learning utilise des données pour entraîner des algorithmes. Par exemple, pour qu'un ordinateur reconnaisse un chat, on ne lui décrit pas ce qu'est un chat. On lui montre des milliers de photos de chats en lui disant ça, c'est un chat. À force, il finit par comprendre les caractéristiques communes à tous les chats. Et au cœur de tout ça, on trouve la plus petite et la plus puissante des boîtes, le deep learning, ou apprentissage profond. C'est une sous-catégorie très spéciale du machine learning. Le profond vient du fait qu'on utilise des structures complexes, inspirées du cerveau humain, qu'on appelle des réseaux de neurones artificiels. Ces réseaux sont composés de nombreuses couches, un peu comme les étages d'un immeuble. Chaque couche apprend à reconnaître des détails de plus en plus complexes. La première couche pourrait repérer des lignes ou des couleurs, la suivante des formes comme des yeux ou un nez, et la dernière pourrait assembler tout ça pour dire « c'est un chat ». C'est cette profondeur qui permet au deep learning de réaliser des tâches incroyablement complexes, comme la traduction instantanée ou la conduite autonome. Pour bien comprendre la différence, prenons un exemple de tous les jours, votre boîte mail. L'IA, c'est le concept général qui permet à votre messagerie de trier vos courriels. Le machine learning, c'est la technique spécifique qui analyse les mots-clés comme promo, gagnant ou urgent pour décider si un email est un spam. L'algorithme a appris de millions d'exemples de spam et de non-spam. Le deep learning irait encore plus loin. Il analyserait non seulement les mots, mais aussi la structure des phrases, l'expéditeur, l'heure d'envoi, et des milliers d'autres signaux subtils pour prendre une décision encore plus précise. C'est la différence entre une règle simple et une intuition très développée, construite sur une énorme quantité d'informations. Pour construire ces machines intelligentes, on a besoin d'outils. Pas des marteaux ni des tournevis, mais des outils mathématiques. Le premier, et le plus important, c'est l'algèbre linéaire. Ça peut faire peur, mais c'est en fait assez simple. Imaginez que vous voulez décrire une image à votre ordinateur. Une image, c'est juste une grille de pixels, n'est-ce pas? Chaque pixel a une couleur, qu'on peut représenter par des chiffres. Eh bien, cette grille de chiffres, c'est ce qu'on appelle une matrice en algèbre linéaire. L'algèbre linéaire nous donne des règles pour manipuler ces grilles de chiffres, les additionner, les multiplier. C'est comme ça que l'ordinateur peut transformer une image, la faire pivoter, changer ses couleurs ou même y détecter des formes. C'est le langage de base pour parler aux données. Ensuite, on a besoin des dérivés, un outil qui vient du calcul différentiel. Alors là, restons simples. Une dérivée, ça mesure comment une chose change quand on en change une autre. Imaginez que vous gravissez une montagne les yeux bandés. Pour savoir si vous montez ou si vous descendez, vous pouvez tâter le sol juste devant vous. Si le sol est plus haut, vous êtes dans une pente ascendante. S'il est plus bas, c'est une pente descendante. La dérivée, c'est exactement ça. Elle nous dit la pente à un point précis. Dans le deep learning, on cherche à minimiser les erreurs. La dérivée nous indique dans quelle direction on doit ajuster nos réglages pour que l'erreur diminue le plus vite possible. C'est notre boussole pour trouver le chemin de la bonne réponse. N'oublions pas les probabilités et les statistiques. Le monde est plein d'incertitudes et nos modèles doivent pouvoir gérer ça. Les probabilités nous aident à quantifier cette incertitude. Quand un modèle de deep learning regarde une photo, il ne dit pas « c'est un chat à 100%», il dit plutôt « je suis sûr à 95% que c'est un chat, à 4% que c'est un chien et à 1% que c'est un lapin ». Les probabilités nous permettent de mesurer la confiance du modèle dans ses prédictions. Les statistiques, quant à elles, nous aident à analyser les données avant même de commencer. Elles nous permettent de comprendre nos données, de repérer des tendances, de les nettoyer.
C'est un peu comme le travail d'un détective qui rassemble et analyse les indices avant de formuler une hypothèse. Pour résumer, ces 3 piliers mathématiques sont indispensables. L'algèbre linéaire nous donne les briques de construction pour représenter les données, comme les images ou le texte, sous forme de tableaux de nombres. Le calcul différentiel, avec les dérivés, nous donne la boussole pour nous guider pendant l'apprentissage, en nous indiquant comment corriger nos erreurs. Et enfin, les probabilités nous permettent de gérer l'incertitude du monde réel et de comprendre à quel point les prédictions de notre modèle sont fiables. Sans ces outils, le deep learning ne serait qu'une idée abstraite. Avec eux, on peut construire des systèmes incroyablement puissants et précis. C'est la mécanique cachée derrière la magie de l'IA. Au cœur du deep learning, il y a une idée géniale, imiter le fonctionnement de notre propre cerveau. Notre cerveau est fait de milliards de cellules nerveuses, les neurones, qui sont connectées entre elles. Un réseau de neurones artificiels tente de reproduire cette structure. Commençons par la brique de base, le neurone artificiel, qu'on appelle aussi un perceptron. Imaginez un portier très simple devant une boîte de nuit. Ce portier reçoit des informations de plusieurs personnes, ce sont les entrées. Chaque information a une importance différente. L'avis de son patron est plus important que celui d'un client lambda. Le portier fait une sorte de somme de toutes ces informations pondérées. Si le total dépasse un certain seuil, il ouvre la porte, il s'active. Sinon, la porte reste fermée. Un neurone artificiel, c'est exactement ça. Il reçoit des données, leur attribue des poids, leur importance, les additionne. Et si le résultat dépasse un seuil, il envoie un signal. Mais un seul neurone ne peut pas faire grand-chose. La vraie puissance vient de leur connexion en un vaste réseau. Imaginez maintenant non plus un seul portier, mais des milliers, organisés en plusieurs rangées. La première rangée de portiers regarde les gens qui arrivent dans la rue. Ils prennent des décisions simples, comme cette personne porte une cravate ou cette personne a l'air sympathique. Ils transmettent ensuite leurs décisions à la deuxième rangée de portiers. Ceux de la deuxième rangée ne voient pas les gens dans la rue. Ils n'écoutent que les décisions de la première rangée. En combinant ces informations simples, ils peuvent prendre des décisions plus complexes, comme cette personne est probablement un invité VIP. C'est ce qu'on appelle un réseau de neurones multicouches. Ces rangées, on les appelle des couches. Il y a la couche d'entrée, qui reçoit les données brutes, comme les pixels d'une image ou les mots d'une phrase. Il y a la couche de sortie, qui donne le résultat final, chat ou chien. Et entre les deux, il peut y avoir une ou plusieurs couches cachées. C'est la présence de ces couches cachées qui rend le réseau profond, deep. Chaque couche se spécialise dans la détection de caractéristiques de plus en plus abstraites. Si on analyse une image de visage, la première couche pourrait détecter des bords et des coins. La deuxième couche pourrait assembler ces bords pour reconnaître des yeux, un nez, une bouche. La troisième couche pourrait combiner ces éléments pour reconnaître un visage. Le réseau apprend tout seul à organiser cette hiérarchie sans qu'on ait besoin de lui dire quoi chercher. La magie de ce système, c'est que l'information circule à travers le réseau de la première à la dernière couche, en se transformant à chaque étape. Chaque neurone de chaque couche prend sa petite décision et la transmet à la couche suivante. C'est un peu comme une immense chaîne de montage où chaque ouvrier, chaque neurone, effectue une petite tâche très simple. Mais en bout de chaîne, le produit final est quelque chose de très complexe et de très raffiné. Cette circulation de l'information de l'entrée vers la sortie s'appelle la propagation avant ou feed-forward. C'est la première étape du fonctionnement du réseau. Il prend une entrée, la fait passer à travers ses couches et produit une prédiction. La question suivante est, comment s'assurer que cette prédiction est la bonne? C'est là que l'entraînement entre en jeu. Alors, comment un réseau de neurones passe-t-il de l'ignorance totale à l'expertise? Par un processus d'apprentissage par l'erreur, un peu comme nous. Tout commence par l'initialisation. Au départ, notre réseau est comme un nouveau-né. Il ne sait rien. Tous les poids de ces neurones, c'est-à-dire l'importance qu'il accorde à chaque information, sont réglés au hasard. On lui donne alors sa première image, disons une photo de chat. L'information traverse le réseau, c'est la fameuse propagation avant. À la fin, le réseau, qui n'y connaît rien, va probablement répondre girafe ou voiture. Il a fait une erreur, et c'est une excellente nouvelle, car c'est à partir de cette erreur que l'apprentissage va commencer. Sans erreur, pas de progrès. La deuxième étape est cruciale. On va calculer à quel point le réseau s'est trompé. C'est ce qu'on appelle le calcul de l'erreur ou de la loss. On compare la réponse du réseau, voiture, avec la vraie réponse qu'on connaît, chat.
On utilise une formule mathématique pour mesurer l'écart entre les deux. Plus l'erreur est grande, plus le réseau est loin de la vérité. Imaginez que vous jouez aux fléchettes. Votre objectif est le centre de la cible, la bonne réponse. Votre fléchette, la réponse du réseau, atterrit loin du centre. La distance entre votre fléchette et le centre, c'est l'erreur. Le but de l'entraînement est de réduire cette distance, lancer après lancer, jusqu'à atteindre le centre le plus souvent possible. Maintenant, vient la partie la plus astucieuse, la rétropropagation de l'erreur, ou backpropagation. Une fois qu'on a calculé l'erreur globale à la fin du réseau, on va remonter le courant. On propage cette information d'erreur à l'envers, de la dernière couche vers la première. À chaque couche, on se pose la question, qui est responsable de cette erreur? On utilise notre fameux outil, la dérivée, pour déterminer comment chaque poids dans le réseau a contribué à l'erreur finale. C'est un peu comme un manager qui remonterait une chaîne de production pour trouver où s'est produit un défaut. On identifie les neurones et les connexions qui ont le plus mal voté, et on calcule de combien il faudrait les ajuster. La dernière étape de la boucle est la mise à jour des poids. Une fois qu'on a identifié les coupables et qu'on sait dans quelle direction les corriger, on modifie légèrement tous les poids du réseau. Les poids qui ont mené à une grosse erreur sont ajustés plus fortement que les autres. On leur dit en quelque sorte, la prochaine fois, donne moins d'importance à cette information-ci et plus à celle-là. Et puis, on recommence tout le cycle. On prend une nouvelle image, on fait une prédiction, propagation avant, on calcule l'erreur, on la propage en arrière, rétropropagation, et on ajuste les poids. On répète ce processus des milliers, voire des millions de fois, avec des milliers d'images différentes. Petit à petit, erreur après erreur, le réseau affine ses poids et devient de plus en plus précis. Il apprend. Section 5. Éviter le piège du par cœur, le surapprentissage. Imaginez un élève qui prépare un examen. Il a une liste de 100 questions-réponses. Il les apprend par cœur, parfaitement. Le jour de l'examen, il a 20 sur 20 car les questions sont exactement les mêmes. Mais si on lui pose une question légèrement différente, qui demande de réfléchir un peu, il est perdu. Il n'a pas compris la matière, il a juste mémorisé les réponses. C'est exactement ce qu'est le surapprentissage, ou overfitting, pour un réseau de neurones. Le modèle devient si bon sur les données d'entraînement qu'il connaît par cœur, mais il est incapable de généraliser ses connaissances à de nouvelles données qu'il n'a jamais vues. En fait, il a appris le bruit et les détails spécifiques des exemples d'entraînement, au lieu d'apprendre les règles générales. Comment peut-on savoir si notre modèle est en train de tricher de cette façon? C'est simple, on ne lui donne pas toutes les données pendant l'entraînement. On garde une partie des données de côté, un peu comme un examen blanc secret. On divise notre stock de données en deux tas, un grand tas pour l'entraînement, le set d'entraînement, et un plus petit pour la validation, le set de validation. Le modèle s'entraîne uniquement sur le premier tas. Régulièrement, on le teste sur le deuxième tas, celui qu'il n'a jamais vu. Au début, ses performances s'améliorent sur les deux tas. Mais si, à un moment, ses performances continuent de s'améliorer sur les données d'entraînement, mais commencent à se dégrader sur les données de validation, c'est l'alarme. C'est le signe qu'il commence à apprendre par cœur. Pour éviter ce piège, les chercheurs ont inventé plusieurs techniques très malignes. L'une des plus courantes s'appelle la régularisation. C'est comme si on disait au modèle « Tu as le droit d'apprendre, mais essaie de garder tes réglages, tes poids, aussi simples que possible. Ne te complique pas la vie. » En pénalisant les poids trop grands et complexes, on force le modèle à trouver des solutions plus générales et robustes. Une autre technique, très visuelle, est le drop-out. Pendant l'entraînement, à chaque étape, on éteint au hasard certains neurones du réseau. C'est comme si on forçait des employés à partir en vacances au hasard à tour de rôle. Les autres sont obligés de devenir plus polyvalents et de ne pas trop dépendre d'un seul collègue. Cela rend le réseau plus robuste et moins dépendant de chemins spécifiques. Une autre stratégie, c'est tout simplement d'avoir plus de données. C'est souvent la solution la plus efficace. Plus un élève voit d'exemples différents, moins il aura tendance à apprendre par cœur et plus il comprendra les concepts généraux. Si on n'a pas assez de données, on peut tricher un peu grâce à la data augmentation. Par exemple, si on entraîne un modèle à reconnaître des chats, on peut prendre chaque photo de chat et la modifier légèrement, la retourner horizontalement, zoomer un peu, changer légèrement la luminosité. Pour le modèle, ce sont des images complètement nouvelles. Cela multiplie artificiellement la taille de notre jeu de données et aide le modèle à comprendre qu'un chat reste un chat, même s'il est vu sous un angle un peu différent. Tous les problèmes ne se ressemblent pas.
On n'utilise pas le même outil pour visser une vis et pour planter un clou. En deep learning, c'est pareil. On a développé des architectures de réseaux de neurones spécialisés pour différents types de tâches. La première grande star, ce sont les réseaux de neurones convolutifs, ou CNN, c'est-à-dire Convolutional Neural Networks. Ils sont vraiment les rois du traitement d'images. Leur super pouvoir, en fait, vient d'une opération appelée convolution. Imaginez que vous cherchez un « Où est Charlie ?» Vous ne regardez pas toute l'image d'un coup, non. Vous balayez l'image avec votre regard, en cherchant des motifs spécifiques, comme le pull rayé ou le bonnet. Un CNN fait la même chose. Il fait glisser des petits filtres sur l'image pour détecter des caractéristiques locales, comme des bords, des coins, des textures, puis des yeux, des roues, et ainsi de suite. Cette approche est très efficace, car elle respecte la structure spatiale de l'image. Ensuite, nous avons les réseaux de neurones récurrents, ou RNN, c'est-à-dire Recurrent Neural Networks. Leur spécialité, ce sont les données séquentielles, où, l'ordre est important. Pensez à une phrase, une mélodie ou une série de mesures boursières. Pour comprendre la fin d'une phrase, il faut se souvenir du début. Les RNN ont une sorte de mémoire. Chaque neurone, en plus de recevoir une nouvelle information, reçoit aussi une information de ce qu'il a calculé à l'étape précédente. C'est comme s'il se passait une note à lui-même dans le temps. Cette boucle de récurrence lui permet de garder une trace du contexte. C'est grâce à eux que votre téléphone peut prédire le prochain mot que vous allez taper, ou qu'un assistant vocal peut comprendre une phrase entière, et pas seulement des mots isolés. Mais les RNN ont un problème. Leur mémoire est courte. Ils ont du mal à se souvenir du début d'un très long texte. C'est là qu'interviennent les Transformers, la superstar la plus récente du deep learning. Apparus en 2017, ils ont vraiment révolutionné le traitement du langage. Leur mécanisme clé est l'attention. Au lieu de lire un texte mot par mot dans l'ordre, un transformer peut regarder tous les mots de la phrase en même temps. Il est capable de peser l'importance de chaque mot par rapport à tous les autres. Par exemple, dans la phrase « Le robot mange la pomme car il a faim », le mécanisme d'attention va comprendre qu'il se réfère au robot et pas à la pomme. Cette capacité à créer des liens directs entre des mots éloignés leur donne une compréhension du contexte beaucoup plus profonde que les RNN. Ces architectures sont les piliers de nombreuses applications modernes. Les CNN sont partout, dans la reconnaissance faciale de votre smartphone, dans les voitures autonomes qui détectent les piétons et dans l'imagerie médicale pour repérer des tumeurs. Les RNN et leurs variantes plus évoluées, comme les LSTM, sont utilisés pour la traduction automatique, la génération de sous-titres et l'analyse de sentiments dans les commentaires clients. Les Transformers, quant à eux, sont le moteur des grands modèles de langage, comme ChatGPT ou Bard. Ils sont capables d'écrire des textes, de résumer des articles, de répondre à des questions et même de générer du code informatique. Chaque architecture a son domaine de prédilection, comme un artisan qui choisirait le meilleur outil pour son travail. Le deep learning a radicalement transformé la façon dont les machines voient le monde. Avant, pour qu'un ordinateur reconnaisse un objet dans une image, un expert devait programmer manuellement des règles complexes basées sur les formes, les couleurs et les textures. C'était long, fastidieux et peu fiable. Aujourd'hui, avec les CNN, le processus est différent. On donne au modèle des milliers d'exemples d'images étiquetées et il apprend tout seul à identifier les caractéristiques pertinentes. Cela va bien au-delà de la simple classification, du genre « c'est un chat ». Les modèles peuvent faire de la détection d'objets, c'est-à-dire dessiner une boîte autour de chaque chat dans une image, ou de la segmentation sémantique, c'est-à-dire colorier tous les pixels qui appartiennent à un chat. C'est ce qui permet à une voiture autonome de distinguer la route, les autres voitures, les piétons et les panneaux de signalisation. Pour le texte, la révolution est tout aussi impressionnante. Le traitement du langage naturel, ou NLP, a fait un bond de géant. Avant le deep learning, l'analyse de texte se basait souvent sur des comptages de mots. C'était très limité. Avec les RNN et surtout les Transformers, les modèles peuvent comprendre le sens d'un mot en fonction de son contexte. Ils apprennent des représentations numériques des mots, appelées embedding, où des mots au sens proche sont placés près les uns des autres dans un espace mathématique. Cela permet des prouesses comme la traduction automatique qui préserve le style et les nuances, la génération de résumés cohérents de longs documents, ou encore l'analyse de sentiments capables de détecter l'ironie dans un tweet. Les machines ne se contentent plus de lire les mots, elles commencent à en comprendre le sens. Les données séquentielles, comme les séries temporelles, bénéficient aussi énormément de cette technologie. Pensez aux prévisions météo, à l'analyse des cours de la bourse,
ou à la maintenance prédictive dans une usine. Dans tous ces cas, on cherche à prédire le futur en se basant sur le passé. Les réseaux récurrents, ou RNN, sont parfaitement adaptés à cette tâche. Ils peuvent analyser les données d'un capteur sur une machine et apprendre à reconnaître les signaux faibles qui précèdent une panne. Cela permet de planifier la maintenance avant que la machine ne casse, économisant ainsi du temps et de l'argent. De même, en analysant les tendances passées et les cycles saisonniers, ils peuvent faire des prévisions financières ou énergétiques plus précises. Ce qui est fascinant, c'est que ces modèles peuvent combiner différentes modalités. On peut, par exemple, donner une image à un modèle et lui demander de la décrire avec une phrase. C'est ce qu'on appelle la génération de légendes d'images. Pour cela, on utilise un CNN pour comprendre l'image et un RNN ou un transformer pour écrire la phrase. Cette fusion des capacités de vision et de langage ouvre la porte à des applications incroyables, notamment pour aider les personnes malvoyantes à comprendre leur environnement. Le deep learning n'est donc pas qu'une seule technique, mais une boîte à outils polyvalente qui permet aux machines d'interpréter des types de données très variés, se rapprochant un peu plus de la perception humaine. Pour construire ces modèles de deep learning, les développeurs n'ont heureusement pas besoin de tout réinventer à chaque fois. Ils s'appuient sur des frameworks, des bibliothèques de code qui fournissent des briques préfabriquées. Les deux plus populaires sont TensorFlow, développé par Google, et PyTorch, développé par Meta, c'est-à-dire Facebook. Imaginez que vous construisez une maison en Lego. Au lieu de devoir fabriquer chaque brique vous-même, TensorFlow et PyTorch vous donnent des boîtes pleines de briques de toutes les formes. Des briques pour créer des couches de neurones, des briques pour calculer l'erreur, des briques pour mettre à jour les poids. Cela simplifie énormément le travail et permet de se concentrer sur l'architecture globale du modèle plutôt que sur les détails mathématiques complexes. La construction d'un projet d'IA suit généralement un chemin bien défini. Tout commence par la définition du problème. Que veut-on prédire ou automatiser ? Ensuite, vient l'étape la plus cruciale et souvent la plus longue, la collecte et la préparation des données. Il faut trouver des données de qualité, en grande quantité, les nettoyer et les étiqueter. C'est un travail de fourmi indispensable. Une fois les données prêtes, on choisit une architecture de modèle adaptée, comme un CNN ou un transformer, et on l'implémente avec un framework comme PyTorch. Puis vient la phase d'entraînement, où l'on nourrit le modèle avec les données et on ajuste ses paramètres. On évalue ensuite ses performances sur des données qu'il n'a jamais vues pour s'assurer qu'il ne fait pas de surapprentissage. Si les résultats sont bons, on peut passer au déploiement. Intégrer le modèle dans une application, un site web ou un objet connecté. Mais l'entraînement de ces modèles, surtout les plus gros, demande une puissance de calcul colossale. Un ordinateur portable classique mettrait des années à entraîner un grand modèle de langage. C'est pourquoi on utilise du matériel spécialisé. Les stars du domaine sont les GPU, c'est-à-dire Graphics Processing Units, les fameuses cartes graphiques. À l'origine conçues pour les jeux vidéo, elles sont parfaites pour le deep learning car elles sont capables de faire des milliers de petits calculs en parallèle, exactement ce dont on a besoin pour l'algèbre linéaire. Google a même développé son propre matériel, les TPU, ou Tensor Processing Units, des puces encore plus spécialisées et optimisées pour TensorFlow. Ce matériel accélère l'entraînement de manière spectaculaire, le faisant passer de plusieurs mois à quelques jours ou quelques heures. Pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter des serveurs remplis de GPU, il y a une solution, le cloud. Des services comme Amazon Web Services, Google Cloud Platform ou Microsoft Azure louent de la puissance de calcul à la demande. On peut ainsi accéder aux machines les plus puissantes du monde pour quelques heures, le temps d'entraîner son modèle sans avoir à gérer le matériel soi-même. Ces plateformes offrent aussi des services tout en un qui simplifient encore plus le processus, de la gestion des données au déploiement du modèle. Le cloud a démocratisé l'accès au deep learning, permettant à des petites entreprises, des chercheurs ou même des passionnés de mener des projets ambitieux qui étaient autrefois réservés aux géants de la tech. Le deep learning ne cesse d'évoluer et de nouvelles idées passionnantes émergent constamment. Parmi les sujets les plus en vogue, on trouve les GAN, ou réseaux antagonistes génératifs. Imaginez deux intelligences artificielles qui jouent au jeu du faussaire et du détective. Le premier, le générateur, essaie de créer de fausses images, par exemple des visages de personnes qui n'existent pas, qui soient les taux les plus réalistes possibles. Le second, le discriminateur, essaie de démasquer les faux. En s'affrontant, les deux modèles deviennent de plus en plus forts.
Le générateur apprend à créer des images quasi parfaites, et le discriminateur devient un expert pour repérer les moindres défauts. Cette technique permet de générer des contenus d'un réalisme saisissant. Plus récemment, les modèles de diffusion, comme DALL-E ou Midjourney, ont pris le relais pour la génération d'images à partir de texte, avec des résultats encore plus spectaculaires. Un autre domaine fascinant est l'apprentissage par renforcement, ou Reinforcement Learning. Ici, le modèle n'apprend pas à partir d'un jeu de données étiqueté, mais en interagissant directement avec un environnement. C'est comme apprendre à faire du vélo. Personne ne vous donne un manuel, vous essayez, vous tombez, donc punition, vous ajustez votre équilibre, et petit à petit, vous réussissez, donc récompense. L'agent d'IA explore son environnement, prend des actions et reçoit des récompenses ou des punitions en retour. Son objectif est de maximiser la récompense totale sur le long terme. C'est cette technique qui a permis à des IA de battre les meilleurs joueurs du monde au jeu de Go ou de piloter des drones de course mieux que des humains. Cependant, cette puissance croissante soulève des questions éthiques et sociétales importantes. L'un des plus grands défis est celui des biais. Si un modèle est entraîné sur des données qui reflètent les préjugés de notre société, il va les apprendre et les amplifier. Par exemple, si un système de recrutement est entraîné sur des données historiques où les hommes étaient plus souvent promus, il pourrait apprendre à défavoriser les candidatures féminines. Il est crucial de s'assurer que les données sont équilibrées et que les modèles sont justes et équitables. La transparence et l'explicabilité des modèles sont aussi des enjeux majeurs. Il faut pouvoir comprendre pourquoi une IA a pris telle ou telle décision, surtout quand elle a un impact sur la vie des gens. Enfin, il ne faut pas oublier l'impact environnemental. L'entraînement des plus grands modèles de deep learning consomme une quantité d'énergie phénoménale, équivalente à celle de plusieurs centaines de foyers pendant un an. Cette pollution numérique a une empreinte carbone non négligeable. La communauté de recherche travaille activement sur des modèles plus petits, plus efficaces et moins énergivores. L'avenir du deep learning n'est donc pas seulement une question de performance, mais aussi de responsabilité. Il nous appartient de guider cette technologie pour qu'elle serve le progrès humain de manière juste, transparente et durable. L'aventure ne fait que commencer, et elle est aussi passionnante que pleine de défis.